Salut, c'est Clémentine de l'Imerté. Avant de lancer l'épisode, j'ai envie de te partager un événement génial que j'organise. Tu as peut-être déjà entendu parler du Mamas Break, le week-end de pause pour les mamans. Après le succès des deux éditions de 2025, il y en aura donc trois en 2026, et le prochain est du 6 au 8 mars 2026. Il ne reste déjà que quelques places. Le Mamas Break, c'est 48 heures entre mamans dans un lieu magnifique au cœur de la Drôme pour ne rien faire d'autre que te faire chouchouter et kiffer. Pendant tout un week-end, tu vas profiter de yoga, de temps de coaching, d'un atelier de poterie, d'un massage, de repas ultra gourmands préparés par notre chef et de temps de détente. Le tout sans contrainte horaire, sans enfant qui te coupe toutes les 3 secondes et sans charge mentale. Tout est pris en charge. Le prochain Mamas Break est du 6 au 8 mars dans la Drôme. Le groupe est presque complet, donc ne tarde pas à réserver ta place. Tu trouveras toutes les informations en descriptif de l'épisode ou sur ma page Instagram clem-doula. Bienvenue sur mon podcast L'Imerté. Je suis Clémentine Roy. J'accompagne les mères à se remettre au centre de leur vie et à prendre conscience de leur puissance. Les mères sont des badass, des reines du quotidien qui gèrent un foyer, une famille, bien souvent un boulot, une vie sociale et qui le font comme des chefs. Avec L'Imerté, je porte haut et fort la voix des mères sans qui ce monde n'existerait pas. Je souhaite sincèrement que les mères osent s'affirmer, prendre la place centrale qui leur revient dans la société parce qu'elles ont tant à apporter. C'est bien grâce aux mères que le monde existe aujourd'hui. Les épisodes de L'Imerté sont toujours sans filtre, sans tabou et authentiques. Bienvenue dans L'Imerté, le podcast qui fait rayonner la voix des mères. Bienvenue dans l'épisode 51 de L'Imerté. Aujourd'hui, je reçois une femme pour qui la maternité s'est accompagnée d'un handicap invisible. Je suis très touchée qu'elle ait accepté de témoigner à mon micro. L'objectif du partage d'aujourd'hui est de rendre visible ce que, a priori, 10 à 30% des femmes post-accouchement vivent majoritairement dans le silence. Aujourd'hui, on va parler de prolapsus ou de descente d'organes. Bonjour Laurine, Bonjour Clémentine, merci d'être là. merci. Pour remettre dans le contexte, Laurine a participé au dernier Mamas Break. Et donc, le sujet est venu. Et quand elle m'a raconté, enfin, quand tu m'as raconté une partie de ce que tu avais vécu, je me suis dit qu'il y avait besoin de rendre ce témoignage visible. Et tu étais OK pour témoigner. Donc, merci beaucoup. Puisque ce que tu vas nous raconter aujourd'hui n'est pas forcément quelque chose qu'on dit toujours à voix haute. Je suis contente de pouvoir te donner le micro pour en parler un peu plus. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr, donc je m'appelle Laurine Marin, j'aurai 40 ans dans quelques mois. J'ai 2 enfants qui ont 8 et 4 ans. Voilà, j'ai un travail de «bureau» entre guillemets, je travaille dans les ressources humaines, voilà, heu et Ok. puis voilà. Ouais. Est-ce que le prolapsus est un mot que tu avais entendu avant de le vivre? Alors, je l'avais entendu, mais plutôt dans la bouche de dames plutôt âgées, on va dire. Donc, je j'avais pas en tête qu'on pouvait rencontrer ce problème-là à mon âge. Donc, Ok. voilà. Donc, je l'avais entendu, mais pas suite à des grossesses, tout ça, quoi. Pour moi, c'était prolapsus égale bah, dame âgée, voilà. Ok. Est-ce que tu peux expliquer concrètement ce que c'est un prolapsus? Un prolapsus ou une descente d'organes, en fait, ça peut toucher différents organes que sont le rectum, la vessie ou l'utérus. Et donc, en fait, c'est les tissus qui soutiennent ces organes-là qui deviennent un peu plus, enfin moins élastiques, en fait, si je puis dire, et qui, en fait, ne permettent plus de les retenir comme il faut. Et en gros, ils se trouvent positionnés bah, plus à l'endroit où ils devraient être, quoi. Donc en fait, ils descendent tout simplement, voilà, au niveau voilà, du périnée, et ça, tout descend, quoi. Ok. Et du coup, au-delà, donc, bon, déjà, on va en parler après, mais ça a un impact physique inconfortable, pour le dire très joliment. C'est ça. Mais je suppose qu'en plus, ça doit un peu gêner le fonctionnement normal, non, de ces organes-là? Oui, oui, en fait,
ce que l'on ressent quand on est confronté à ce problème-là, c'est d'abord une pesanteur au niveau du bas-ventre. On sent que bah voilà, les organes sont pas là où ils devraient être, donc voilà, on a le ventre un peu gonflé, puis on sent vraiment que bah, cette sensation de lourdeur dans le bas ventre. Et puis effectivement après, bah, d'un point de vue quotidien, ça a des répercussions, notamment bah, on peut avoir des fuites urinaires. Alors tout le monde n'en a pas associé. Et d'abord on peut avoir des fuites urinaires qui ne sont pas liées à un prolapsus direct, quoi. Donc oui, moi en tous les cas, en ce qui me concerne, j'ai été gênée par ces fameuses fuites urinaires. Et puis même, comme j'avais aussi le rectum qui était touché, parlons franchement, aller à la selle n'était pas évident non plus, quoi. Voilà. Ok. On va revenir après sur l'impact que ça a eu et que ça a sur ta vie. Mais on va commencer par le début. Euh, Quand est-ce que ça t'est arrivé et comment tu t'en es rendu compte? Alors, je m'en suis rendu compte parce que j'avais une espèce de petite boule à l'entrée du vagin, on va dire. Voilà, un jour, tout simplement en me douchant, j'ai dit tiens, mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Voilà, je me suis dit bon, c'est pas vraiment une zone qu'on inspecte régulièrement, mais en fait, en me lavant, quoi, je me suis dit mais il y a quelque chose qui est là et qui n'est pas, qui ne doit pas être là normalement. Qui Ouais. n'était pas là les jours précédents. Puis après, je me suis même dit, mais attends, est-ce qu'on est foutu comme ça? Enfin, franchement, oui, il y a des moments, tu sais pas trop quoi. Bon, et puis Attends, juste, c'était post-accouchement? non, alors c'était pas tout de suite après l'accouchement. Ma fille est née en novembre et je pense que c'était au printemps qui a suivi, quoi. Ok, ok, Quelques mois plus tard. Euh, et donc, j'avais déjà fait ma rééducation. ok. Voilà, après mes 2 grossesses, j'ai fait la rééducation qu'on m'avait demandé de faire. Ouais. Et en fait, il se trouve que par chance, j'avais rendez-vous avec ma gynécologue dans les jours, enfin, ou les semaines, je sais plus, mais qui suivaient la découverte de cette petite grosseur. Et donc, je lui en ai parlé, quoi. Je lui ai dit, bah voilà ce qui m'arrive. Et donc, c'est à la suite d'un examen clinique qu'elle a pu m'expliquer que c'était un prolapsus et que pour confirmer tout ça, il fallait faire d'autres examens. Donc, elle m'a adressé à un de ses confrères pour faire ce qu'on appelle un bilan urodynamique. Donc, d'abord, il faut aller regarder, voir tout ce qui se passe. Donc, c'est des examens qui sont pas hyper comment dire, glamour, quoi. On n'y va pas en se disant youpi, je vais faire ça. Hmm. Euh, Parce que bon bah voilà, on rentre dans la sphère de l'intimité, il faut voilà, uriner sur des toilettes qui ont mesuré le débit. Enfin voilà, c'est Faut des être choses, c'est pas connecté, quoi. voilà, on y va en se disant bon Ouais. super. Et d'ailleurs, ça n'a pas été évident pour moi parce que j'ai vraiment eu du mal à voilà à me détendre et à faire Bah le truc. ouais, ça doit être un peu bloquant quand même. Bah, un petit peu, ouais. Donc, mais j'ai eu la chance d'avoir un soignant en face de moi qui était plutôt compréhensif et qui du coup m'a mise à l'aise, quoi. Mais bon, voilà, après on est sondé. Enfin, ils observent tout un tas de choses, quoi. Et attends, Euh, juste, elle t'a envoyé faire. Du coup, ça c'est plus par rapport à la vessie, je suppose, oui, ce qui est oui, urinaire et tout. d'abord la vessie, exactement. Et en fait, c'est ce médecin-là, suite au bilan urodynamique, qui m'a envoyé faire ce qu'on appelle euh, une IRM pelvienne Ok. dynamique. Parce que la gynéco, au départ, elle a compris que c'était la vessie qui descendait ou parce que c'est le En fait, la processus petite classique? grosseur dont je te parlais tout à l'heure, si tu veux, c'est la vessie qui, comme elle descend, vient appuyer sur la paroi vaginale. Et en fait, la D'accord. grosseur correspond à la paroi vaginale qui sort, en fait. Alors, Donc, parce qu'il y a vraiment, pression dessus. Ok. voilà, Ok. ça fait une pression sur cette paroi vaginale. Et en fait, cette petite boule, ça correspond à la Ok. vessie qui s'affaisse, quoi. Enfin, Ok. qui s'affaisse et qui tombe sur cette paroi. D'accord. Donc bilan urodynamique pour voir s'il n'y a pas un autre problème Hmm. derrière. Et ensuite, ce médecin-là m'envoie faire donc cette fameuse IRM pelvienne dynamique. Donc là aussi, en termes de glamour et de voilà, c'est assez compliqué comme examen, on va dire. Mais bon, encore une fois, on est face à des soignants qui sont habitués et qui font ça tous les jours. Donc, bon, voilà, il faut mettre un peu de côté sa dignité. Et puis, parce qu'on se retrouve avec une énorme couche culotte et puis du gel qu'on nous demande de nous introduire et dans le Ouais. rectum
et dans le vagin. Et puis, au moment de l'IRM, on te demande de pousser pour faire sortir le gel, de retenir, de ci, de là. Et donc, en fait, ils voient en direct live justement quel organe est atteint. Et ça permet aussi de donner un grade. Alors, voilà, plus ou moins, parce que on dit par exemple, si on prend le cas du rectum qui est touché, on appelle ça une rectocèle et après, ils te donnent un grade. Tu as plusieurs types de grades. Donc, ça permet de coter un peu l'intensité du problème, quoi. Mm. Donc, du coup, on fait cet examen-là et à la suite de ça, effectivement, moi, on m'annonce que sont touchés la vessie, l'utérus et le rectum, donc Wow. les 3 organes. Donc, après, on retourne voir le médecin. Bon, entre-temps, moi, j'avais refait des séances de rééducation du périnée en me disant, voilà, je recommence, voilà, je refais ce que Mm. j'avais déjà fait pour essayer de contrôler là pour le coup. Alors, ça ne remontera pas une fois que c'est descendu, mais en tous les cas, pour essayer de tonifier un peu le périnée et pour limiter les difficultés voilà, liées au Mm. futur, notamment. Bon, il se trouve que ça n'a pas été très concluant. Enfin, j'avais vraiment des soucis au quotidien. Je ne pouvais plus rester comme ça. Puis cette pesanteur constante a été trop compliquée à Mm. gérer au quotidien, on va dire. Et est-ce que tu Euh, avais juste cette pesanteur et les fuites, tu les as eu enfin, tu les as toujours eu post-accouchement ou c'est arrivé vraiment au moment où tu as senti en même temps cette grosseur? alors, déjà, dès ma première grossesse, enfin, et surtout, j'ai eu un accouchement très compliqué et en fait, je pense que j'avais déjà une fragilité D'accord. liée à cette première grossesse. J'avais pourtant fait tous les examens, enfin toute la rééducation qui était Mm. demandée, mais je pense que là, il y a déjà eu une fragilité qui est venue s'accentuer par 2 choses, à mon sens. La deuxième grossesse, Mm. le deuxième accouchement et le fait qu'à l'époque, moi j'habitais dans un immeuble avec des demi-paliers et en fait, je devais porter la poussette et mon enfant dedans, voilà, pour aller jusqu'à l'ascenseur et puis après pour descendre l'ascenseur. Et je pense sincèrement qu'il y avait une fragilité Mm. évidente, mais que cet effort, finalement, qu'on fait plusieurs fois par jour de soulever la poussette, et peut-être que je le faisais pas non plus comme il faut, parce que après on me dit, est-ce que tu contractais ton périnée, machin, mais en fait, je suis pas sûre que je pensais à Ouais. ça parce que je suis pas sûre que je savais qu'il fallait faire ça. Donc, Mm. effectivement, ça c'est un premier truc de se dire, quand on a un effort comme ça, de pouvoir voilà contracter pour protéger en fait son périnée, notre périnée, il faut vraiment, voilà, faut qu'on le protège de façon régulière, on va Mm. dire. Et là, je pense que moi, j'ai pas fait ça comme il faut, mais par manque de connaissances. Ouais. Et je pense sincèrement que cet effort-là, répété quotidiennement, est venu vraiment accentuer le Mm. prolapsus. Voilà, je pense que c'est plusieurs choses qui se sont Ouais, combinées je comprends. et qui sont arrivées à cette Ok. chose-là, quoi. Ok. Et donc, quand on t'annonce que rectum, vessie et utérus sont touchés, c'est quoi la suite? Tu penses quoi, toi, à ce moment-là? Je me dis, alors qu'est-ce qu'on fait du coup? Parce que je vais pas rester comme ça, Ouais. indéfiniment parce que vraiment dans le quotidien, si tu veux, ça vient, c'est handicapant. C'est-à-dire que ça te, hem, chaque jour, ça te fait un peu de charge mentale en plus, à te dire: «Bon alors attends, dans tel endroit où je vais, où sont les toilettes? Je prends mes protections, je ci, je là». Enfin, tu es toujours en train de te demander, voilà, est-ce que ça va tenir la journée? Est-ce que, il y a plein de choses qui te viennent en tête, mais même moi, il y a eu des moments où je me suis dit, bon, j'espère que je sens pas mauvais. Enfin, voilà, il y a vraiment des choses. Et comme on le disait en introduction, c'est un sujet dont on parle très peu. On se sent hyper seul avec ça. Et du coup, on le garde pour soi. Moi, je me suis retrouvée un peu dans un truc où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Enfin, bon, voilà. Et puis, après, très vite, s'est posé la question de la chirurgie. Donc là, c'est un peu compliqué aussi parce que tu as différentes personnes qui peuvent opérer, différents chirurgiens. Ça peut être un chirurgien gynécologue, ça peut être un urologue, ça peut être un gastro-entérologue, suivant voilà, quel organe.
Et moi, au début, on m'a proposé une intervention à 4 mains. Mmh. Donc, du coup, le gastro-entérologue pour s'occuper de la partie arrière, on va dire, et l'urologue pour s'occuper de l'utérus et de la vessie. Et il était même question à un moment donné qu'un gynécologue intervienne, mais je me suis dit, bon, ça fait du monde au bloc pour tout ça. Et moi, j'ai surtout été confrontée à des médecins qui comment je peux dire, qui n'étaient pas tout à fait d'accord entre eux, mais pour des histoires un peu de gros sous, parce que on va t'expliquer que quand ils opèrent, il y a plusieurs actes. Alors, je maîtrise pas très bien le sujet, mais de ce que j'en ai compris, quand là, en l'occurrence, il y avait au moins 3 actes, et en gros, pour leur cotation à eux, il y en a un qui est pris en charge à 100%, l'autre un Mmh. peu moins, etc. Donc, en gros, qui allait se désigner pour être payé moins. Et quand j'ai senti cette histoire-là un peu de gros sous, ça m'a un peu dérangée, quoi. Ouais. J'ai même dit à un moment donné à un chirurgien, mais en fait, celui qui va opérer en deuxième position, il va le faire comme il faut ou parce qu'il Mmh. sera moins payé. Enfin bon. Donc, j'étais un peu, un peu perdue avec tout ça. Et il se trouve que j'ai un ami qui est gynécologue et qui m'a parlé d'une chirurgienne qui était pas très loin de chez moi et qui, pour le coup, donc gynécologue aussi, était en mesure de s'occuper elle-même de l'opération au complet, donc OK. de s'occuper des 3 organes. Et donc, je me suis dit, bah, je vais aller la rencontrer. Il se trouve que je l'avais déjà vue quelques années auparavant parce que j'avais dû subir une conisation. Donc, en fait, voilà, ça faisait 8-10 ans. Et puis, je me suis dit, tiens, mais ce nom me parle. Et effectivement, j'ai vraiment trouvé super dans son approche, très. Enfin, puis il y avait un côté, voilà, je mets ma santé entre ses mains et elle s'occupe Mmh. de tout. Elle gère tout et c'est très bien comme ça. Ouais. Donc, alors là aussi, il y a différentes écoles. L'urologue te disait, ben, de toute façon, il va falloir mettre des prothèses pour remonter tout ça et également mettre des bandelettes pour traiter le problème de fuite urinaire. Et en fait, lui m'expliquait que ça se faisait en 2 chirurgies, donc 2 anesthésies générales à un mois d'intervalle. Bon, parce que c'est, d'après ce qu'il me disait, les recommandations de la Société française d'urologie. Mmh. Moi, cette chirurgienne qui m'a opérée, elle m'a proposé de tout faire en même temps. Et j'avoue que j'ai été assez séduite par le fait de n'y aller qu'une fois, de Mmh. n'avoir qu'une anesthésie générale, et puis surtout, voilà, que ce soit fait de bout en bout par Mmh la même mh. personne. Donc voilà, je n'ai pas réfléchi très longtemps. En fait, j'ai pu avoir, enfin, une fois que je l'ai rencontrée, elle, il y a eu cette errance de quelques semaines où je ne savais pas trop vers qui me tourner, où je sentais que les deux, là, comme ils ne s'entendaient pas très bien, moi, ça ne Mmh. m'a pas du tout mise en confiance. Et quand j'ai eu le contact de cette dame, à partir du moment où je me suis retrouvée dans son cabinet, qu'elle m'a tout expliqué, elle m'a refait des dessins, enfin, elle m'a vraiment expliqué bah, de Mmh. quoi je souffrais et comment est-ce qu'elle pouvait m'aider. Après, j'ai dit: «Bah, banco, j'y vais», et puis, moi, j'ai vraiment envie, de vivre autrement et de retrouver, j'allais dire mon corps d'avant, enfin, plus ou moins, quoi, parce que Ouais. donc, OK. Et il me semble juste que la chirurgie, elle est pas recommandée si, il y a un désir de grossesse encore derrière. exactement. Donc la question, tu as tout à fait raison quand elle m'a interrogée, donc elle m'a indiqué, voilà, que, une fois que l'intervention a été faite, alors elle m'a expliqué qu'il n'était pas impossible d'avoir une grossesse, Mmh. mais que c'était pas forcément conseillé dans le sens où, voilà, effectivement, après, on a des prothèses, Ouais. donc ça viendrait, en fait, la grossesse, elle viendrait abîmer tout le travail qui est fait. Mmh. Et elle m'avait indiqué que de toute façon, s'il y avait grossesse, eh bien, il faudrait prévoir une césarienne pour on peut pas plus accoucher voix basse. OK. Donc, d'après ce qu'elle m'a indiqué. Alors moi, il se trouve que j'en étais au moment de ma maternité où j'avais mes 2 enfants et où, voilà, je souhaitais plus avoir d'autres grossesses. Mmh. Donc, il fallait bien le temps de m'occuper, entre guillemets, de moi et de ce problème-là. Mmh. Et effectivement, c'est pour ça que j'ai dit: «OK, on fait Mmh. cette chirurgie», et puis on l'a fait au plus vite. Parce qu'une fois que tu as décidé, tu as envie d'y être tout Ah de ouais. suite et ça s'arrête, quoi. Mmh. Du coup, la chirurgie, tu l'as eu combien de temps après ce moment où tu as découvert, la grosseur? Et ben, en fait, j'ai été opérée en mai 2024. Ma fille, elle est née en novembre
2021, donc ouais, presque 2 ans après, on va dire. Ouais. 2 ans après, parce que pendant tout ce temps-là, j'ai fait un nombre incalculable d'examens. Quand je te parle des chirurgiens, dont voilà, le gastro, l'uro, bah, à chaque fois, un médecin égale un examen clinique, égale ben, voilà, d'autres questions, puis le temps d'avoir un rendez-vous. Voilà, enfin, oui, il a bien fallu 2 ans. Et puis 2 ans au cours desquels j'ai un peu oscillé entre moments où je me disais, bon, allez, je sais ce que je vais faire, c'est vers eux que je vais aller. Et puis après, je me disais, mais attends, mais je me sens pas vraiment en confiance, mais à la fois vers qui me tourner. Enfin, Mm. voilà, il y a eu quand même des moments un peu de réflexion. Et voilà, quand j'ai eu la chance d'avoir le nom de cette chirurgienne qui faisait tout, je dirais qu'à partir de ce moment-là, les choses se sont enchaînées, en fait. Si tu veux, j'étais plus Mm. dans ce côté où je me sens seule. Là, je me suis sentie prise en main et je me suis dit, Mm. bah, on y va, quoi. Ouais, puis du coup, ça a été 2 ans de rendez-vous, de réflexion, tout en vivant ces fuites, cette pesanteur et l'inconfort du quotidien, quoi. C'est ça, tout à fait. Et du coup, dans mon travail, où j'ai parfois voilà, des réunions toute la journée, où je dois bouger, où je dois me déplacer pour aller rencontrer les gens, euh, c'était hyper inconfortable. Alors, c'est pas douloureux, parce que voilà, même la sensation de pesanteur, il y a rien de douloureux, c'est pas agréable, mais enfin, c'est Mm. pas douloureux. Mais au quotidien, c'est un truc qui te prend la tête, j'allais dire. Et chaque jour, tu te dis, punaise, voilà, j'ai ce truc-là, il faut que je le gère. Enfin, c'est quelque chose en plus, quoi, qui Mm. met mal à l'aise et qui, ouais, fait te questionner tout le temps. Notamment, alors, quand tu es en télétravail ou que tu es à ton bureau, bon, ça va à peu près. Mais quand il y a un événement un petit peu exceptionnel qui fait que tu te déplaces, que tu prends le train, que Mm. bah, là, tout de suite, ça prend des proportions un peu plus ennuyeuses, quoi. Mm. Voilà. Ouais, puis il y a ajouté à ça le fait que bah, c'est invisible. Enfin, C'est quand on te ça, voit, quand on te rencontre, on ne le sait pas. Et c'est ça, ça touche en plus à un sujet qui est de l'ordre de l'intime. Alors, comme tu l'as dit, tu as vu 25 000 médecins, donc l'intimité en a pris un coup. c'est ça. N'empêche que c'est un sujet, comme tu disais, qui n'est pas très glamour, donc t'as pas forcément Non, né au premier non, coup. non. Est-ce que tu as pu ou tu as dû en parler au boulot pour avoir un aménagement particulier pour te rendre le quotidien un peu plus confortable ou ça n'a pas été un sujet? Non, moi, j'en ai pas parlé. J'en ai parlé au moment de l'intervention, puisque l'intervention allait nécessiter quelques semaines d'arrêt. Et donc, voilà, je l'ai expliqué à ce moment-là. Il se trouve que j'avais la chance d'avoir un bureau à proximité immédiate des toilettes, donc je pouvais pas être au plus proche. Et puis, non, mais c'est parfois, c'est des détails. Tu te dis, punaise, je suis en train de me repérer. Première chose que tu fais quand tu te déplaces, c'est où sont les toilettes. Quand tu pars, vite, je vais aux toilettes. Enfin, voilà, c'est tous ces trucs-là qui, effectivement, c'est pas glamour, tu n'as pas du tout envie de parler de ça, ça relève de ton intimité, de plein de choses. Enfin, voilà, donc moi, j'ai pas eu besoin d'aménagement particulier, parce que aussi j'ai la chance d'avoir du télétravail. Donc, je pouvais, quand j'étais chez moi, enfin, je veux dire, à la limite, voilà, c'était vraiment hyper confortable. Mm. Et heureusement que j'étais dans cette disposition-là, et que les déplacements n'étaient pas toutes les 5 minutes, et que je pouvais Mm. régler les choses comme ça, quoi. Ouais. Et donc, si je reviens sur l'impact que ça a eu, il y a tous les inconforts là dont on nous parle, mais même je remets dans le contexte où du coup, tu as eu ça finalement quelques mois après la naissance de ta deuxième fille, Mmh. enfin de ton deuxième enfant. Mmh. Euh, Gérer deux enfants en bas âge, c'est déjà compliqué, mais quand en plus tu vis ça, ça a dû quand même impacter un peu ta vie de maman, je suppose. Comment tu l'as vu? Ouais, oui, ça impacte la vie de maman. Et bah, écoute, je l'ai vécu, comme beaucoup de mamans, quand dans notre quotidien, bah, on prend sur soi et puis on avance, quoi. Je me suis pas trop Mm. posé de questions. Ce qui a été plus compliqué, mais là aussi j'ai eu de la chance, et je vais t'expliquer pourquoi, c'est au moment de l'intervention. C'est-à-dire que quand tu es opérée, après on te demande pendant, à minima 4 semaines, de ne faire aucun effort. Donc tu n'as pas le droit de porter, tu n'as même un pack d'eau, enfin rien, tu ne portes rien. Donc en fait, moi, ma fille était quand même jeune, elle était Mm. encore, ben voilà, il fallait encore la porter, la prendre dans ses Mm. bras. Et en fait, tu ne peux rien faire. Tu peux pas la soulever pour la mettre dans son siège auto. Tu peux pas la soulever pour la mettre sur la table à manger. Tu peux pas la prendre pour la mettre dans son lit. Et on se rend compte et c'est là que j'ai réalisé que finalement, au quotidien, ce périnée-là, on le sollicite en Ouais, permanence, clair. parce qu'à chaque fois que tu fais un effort, à chaque fois, il est sollicité. Donc, globalement,
Bah, oui, effectivement, au quotidien, là, c'était compliqué et j'ai eu, la chance, ça s'est bien combiné parce que, en parallèle, on était en train de rénover une maison et en gros, on a dû aller s'installer chez mes parents quelques mois, le temps de la rénovation et en fait, bah, j'ai eu la chance d'être du coup chez mes parents et donc Mmh. de pouvoir, être aidée, dans tous les gestes du quotidien. En fait, c'est que, moi j'allais «bien» entre guillemets, mais j'avais vraiment pas le droit de faire des efforts parce que, sinon j'aurais pu mettre en péril, il y a quand même Ouais, beaucoup de structures à l'intérieur et le but c'est pas de faire, entre guillemets ouais, «péter» le travail qui a été ouais, fait c'est parce que clair. voilà, donc là c'est compliqué, surtout quand tu es des jeunes enfants, c'est difficile, quoi, donc Mmh. et puis tout, enfin, toi, même ton sac, moi, au début, j'ai recommencé à télétravailler parce que, rien que de porter le sac avec l'ordi dedans, Mmh. OK, quoi, donc enfin, c'était compliqué, c'était pas recommandé, quoi. Ouais. On te demande aussi de pas forcément monter dans une voiture, même pas forcément conduire, mais monter à cause des vibrations. Ah Donc ouais. voilà, donc il faut, donc ouais, c'est quand même, les suites, Ouais, sont demande pas de l'organisation. Ouais, OK. voilà. Moi, on m'avait vendu beaucoup de douleurs, à la suite de l'intervention. Ouais. Franchement, je non, moi, je peux pas parler de douleur. Bon, je suis pas hyper douillette non plus, mais je parlerais plutôt de, tu vois, de grosses courbatures, quoi, quand tu Mmh. OK. voilà, c'est plus musculaire qu'autre chose. Mais du coup, ce qui est gênant, c'est pas tant les douleurs, c'est plutôt, bah, ce que ça a comme impact dans ta vie quotidienne de maman, Mmh. en post-op. Ouais, et il y a l'impact sur la vie de maman, mais sur ta vie de femme et de couple, ça a dû jouer aussi un peu. Beaucoup, oui. Ouais. En fait, ce qu'on peut dire sur le avant opération, parce que je pense que c'est important d'en parler aussi, effectivement, comme je le disais, tu as cette espèce de grosseur et cetera, donc bon, anatomiquement, tu es plus tout à fait comme, tu étais Ouais. avant. Moi, enfin, dans les relations intimes, ça n'a pas été un problème, c'est-à-dire que ça m'a pas dérangée, je n'ai pas eu de douleur particulière. Mmh. Bon, alors, comme, voilà, mon conjoint, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, et cetera. Bon, on se connaît, il y a pas de voilà, ça aurait été une nouvelle conquête, j'aurais été un peu plus embêtée, mais là, pour le coup, ça a jamais été un Mmh. sujet, entre nous, on va dire. Ça n'a OK. pas gêné, je n'ai pas souffert. OK. Dans les suites de l'opération, on te demande, pendant 1 mois de ne pas avoir de relations sexuelles. Ouais. Du coup, toujours pareil parce que c'est quand même fragile, donc du coup, bah, voilà, il faut pendant, Mmh. ce temps-là, ben, voilà, rester, Ouais. ne pas solliciter, cette partie-là, quoi, donc voilà. Ok, ouais, puis juste je repense à ce que tu disais sur tout l'avant-opération où tu as eu beaucoup de rendez-vous, donc beaucoup d'examens cliniques, et tu disais on met un peu de côté sa dignité, je suppose que ça vient quand même aussi enfin ouais, impacter ton rapport au corps, parce que cette zone qui t'appartient est regardée et vue et examinée sous toutes les coutures par plein de gens différents. Oui et puis en plus c'est vrai que voilà, c'est pas évident quoi. Je veux dire, à la fois, c'est ce fameux, IRM où tu te retrouves, bon Ouais. c'est quand même pas voilà, et puis ensuite, bah, les autres enfin je veux dire j'ai une anecdote un peu rigolote, mais quand j'ai dû faire l'IRM, enfin pas l'IRM pardon, le bilan urodynamique, donc effectivement à un moment donné, il faut s'asseoir sur un toilette, faire pipi, bon. Et en fait, moi, la première fois que je suis allée, je n'ai jamais pu. En fait, je me suis retrouvée complètement bloquée. Alors, le médecin avait déjà eu la gentillesse de sortir de la pièce et il me disait je rentre, bah, je reviens dans 5 minutes, quoi. Mais moi, je regardais cette porte et je me disais, punaise, il va arriver et moi, j'ai pas envie qu'il me voit faire pipi. Enfin bon. Donc, du coup, je me suis complètement bloquée alors que j'avais la vessie pleine à craquer. Je me suis confondue en excuses. Enfin, le truc. Et lui, il me dit, mais non, mais je comprends, mais il faut absolument le faire, vous comprenez, parce que sinon, bon, et je dis: «Ouais, non, mais là, bon, comment faire, quoi?» Et puis évidemment, j'étais pas sortie de la pièce, que je courais aux toilettes, voilà, parce que voilà. Et donc, j'ai eu à nouveau un rendez-vous fixé et puis je me suis dit: «Mais bon, il faut que j'y arrive, mais alors, comment faire?» Et en fait, il se trouve, que j'ai dit au médecin: «Bon, vous restez dehors et cetera, mais c'est moi qui viens vous chercher quand j'ai terminé». Parce que cette espèce de pression Ouais. de se dire: «Il va rentrer», et moi et ben, en fait, je me suis complètement mais vraiment le truc, tu peux pas prendre sur toi alors que tu tu Hmm. su normalement, tu fais tout comme il faut, tu es poli, tu es respectueux, tu Hmm. dis: «Mince, ça va». Mais là, impossible. Et globalement, quand je lui ai dit: «Écoutez, vraiment, enfin, restez en dehors et c'est moi qui viens vous chercher quand c'est OK»,
Et il m'a dit, mais bien sûr, il n'y a pas de problème et tout. Et effectivement, c'était entre guillemets, enfin, pour moi, c'était ma solution. Et Mm. c'est ce qui m'a permis de réaliser cet examen. Mais voilà, après, chaque médecin que tu vois, voilà, tu as un examen où ils vont regarder, ils te demandent de tousser, ils t'observent, voilà, pour voir si, Ouais, où est-ce qu'il y a des fuites. Enfin, ça fait vraiment très, voilà. Donc, oui, ça, c'est dur. Et puis, tu vas jamais de gaieté de cœur. Mais à la fois, moi, j'étais poussée par cette envie de trouver une solution mm, et, euh, et d'avancer. Et ce qui a été le plus dur, en fait, dans tout ça, et c'est pour ça que je souhaitais en parler aujourd'hui, c'est ce sentiment que ça n'arrivait qu'à moi, en fait, parce que mm. personne n'en parle. Et c'est ça qui était difficile de se dire, mais en fait, ça me tombe dessus. Peut-être Mm. que les autres personnes qui sont touchées, elles ont 15 ans et du coup, j'ai pas, voilà. Ouais. Et finalement, j'ai pu me rendre compte au fur et à mesure que en parler, d'abord avec des copines, après voilà avec des collègues de travail, et cetera. Mais en fait, quand tu en parles, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de femmes qui sont touchées par ce problème-là. Mm. Et d'ailleurs, tu l'énonçais au début, on en a parlé au Mamas Break, et Mm. finalement, dans l'assistance, soit les filles étaient touchées, soit c'était leur sœur, soit Mm. c'était une amie. Donc en fait, quand tu évoques le truc, tu te dis, mais en fait, on est hyper nombreuses, et c'est Ouais. pour ça il faut en parler, et déjà de se dire, je ne suis pas toute seule, ce n'est pas juste moi, parce que j'ai peut-être pas fait assez bien. Enfin, tu vois, toujours ces Mm. fonctions et qui font qu'on est toujours en train de se dire qu'on n'a pas fait assez comme il faut. Ouais. Finalement, voilà, moi c'est ça en fait. C'est quand j'ai réalisé que j'étais pas la seule et que d'en parler dans mon cercle privé et puis aujourd'hui à ton micro, c'est une façon de dire voilà, on n'est pas seul. C'est Mm. des examens qui sont pas drôles, on n'a pas très envie. Là, tu vois, moi aujourd'hui, j'ai encore quelques petites fuites urinaires et je devrais aller à nouveau consulter. Et j'avoue que je repousse et j'ai une amie proche qui me demande régulièrement si j'ai repris rendez-vous. Et en fait, je le fais pas forcément parce que bon, voilà, je redoute un peu de Mm. recommencer ça. Mais à la fois, voilà, moi j'ai eu la chance de tomber sur des soignants hyper respectueux, doux, qui m'ont mise en confiance et qui m'ont permis de vivre ces moments-là de façon plus acceptable, on va dire, et moins Mm. douloureuse. Mais oui, pour toi, pendant 2 ans, je te dis, je faisais le compte, mais j'ai eu, je sais pas combien de consultations où il a Ouais. fallu montrer, voilà, bon, c'est pas très drôle, Ouais, quoi. mais du coup, d'autant plus tu vois, tu disais tout à l'heure que tu avais eu l'option d'être opéré par deux chirurgiens puis que tu l'as pas senti, donc tu as trouvé quelqu'un d'autre. C'est bien aussi de rappeler que on n'est pas forcément à l'aise avec tout le monde et que c'est OK aussi de trouver la personne en qui on a confiance et qui fera son C'est ça, boulot, mais ajusté c'est à ça. qui vous êtes, quoi. Et C'est vraiment important. par rapport au fait d'être seule et du fait que bah, plus t'en parles et plus tu te rends compte qu'en fait, t'es loin d'être la seule. Je renvoie les auditrices, auditeurs à l'épisode 16 que j'ai fait avec Justine qui a créé l'association POP dans le but de rendre visible le prolapsus et en particulier le prolapsus chez les... Alors c'est ouvert à toutes les catégories, on va dire, mais bah, elle est pareil, jeune maman et elle s'adresse en particulier aux mamans pour se voir que non, le prolapsus n'est pas un sujet de vieille dame, comme tu le disais au début. Exactement, c'est pas qu'un sujet de Venn et c'est aussi, faut le dire aussi, ça peut arriver à des femmes qui n'ont pas été mamans. Tout à Donc fait. ça aussi, faut enlever ce truc-là, mais ça peut arriver en fait à un nombre incalculable de femmes. Mm. Quand pareil, on a eu aussi, hein, on a fait du sport avec une intensité Ouais. importante, etc. Donc voilà, il y a plein de choses. Enfin, j'en ai pas parlé, mais à un moment donné, moi, on m'avait proposé aussi d'utiliser un peser Ouais. euh, donc, du coup, qui est un dispositif qu'on peut introduire dans le vagin et qui permet un petit peu de remonter les organes, et notamment quand on fait du sport, etc. Ça peut permettre de limiter notamment les fuites urinaires, tout ça, et puis cette sensation de pesanteur. Euh, Moi, en fait, c'était tellement tout était touché à un degré Mm. assez important, on va dire, le stade était assez important. Mm. Donc en fait, je suis passée directement par la case chirurgie, mais ça peut être aussi une solution, peut-être quand on peut pas se faire opérer tout de suite si on souhaite un autre enfant. Voilà, donc c'est un dispositif dont on peut parler avec son urologue ou sa Ouais. gynécologue, voilà. Bah, d'ailleurs, dans l'épisode 7, Justine, elle en parle beaucoup parce qu'elle, elle a décidé de pas se faire, enfin, à l'époque en tout cas, elle avait décidé de pas passer par l'opération. Et donc, elle utilisait le PCR et elle en parle beaucoup dans l'épisode. Donc, vous pouvez aller l'écouter. Et juste, je reviens sur ce que tu dis que ça peut toucher aussi les femmes qui n'ont pas eu d'enfants.
Ça me fait vraiment penser au ce que tu disais avant de. En fait, on sait pas, on n'a pas conscience de notre périnée. Non, On nous apprend jamais sauf quand on a un enfant, mais sinon c'est vraiment inconnu au bataillon. Et alors que bah effectivement, ça retient tout et on devrait apprendre à c'est ça. ressentir et à l'utiliser correctement. Tout le temps. Et ben moi j'ai lu un nombre de livres incalculable sur sur le sujet. Et puis je me suis mise aussi au Pilates là depuis Ouais. de nombreuses années pour essayer de d'entretenir tout ça. Mais je pense qu'il y a aussi voilà une grosse part de prévention Mm. faire. Et je discutais avec une des sages-femmes qui m'a accompagnée dans tout ce parcours-là et qui me disait, mais les femmes, elles doivent aussi savoir qu'elles peuvent demander de la rééducation du périnée à tout moment de leur vie. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est pas forcément... moi, l'autre jour, je discutais avec une dame d'un certain âge qui me disait, non, moi maintenant, c'est foutu. Mais non, en fait, c'est pas foutu, quoi. Même si tu as... Mm. là, en France, elle en avait 70 ans. Je dis, mais demande, tu peux faire de la rééducation. On peut faire ça tout au long de notre vie. Et Ouais. c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Ouais. Donc, voilà, il faut solliciter et surtout, il faut apprendre à le protéger, ce périnée, et puis à mettre en place. Enfin, dans notre quotidien, il y a plein de petits exercices qu'on peut faire de façon, Mm. voilà, plus assez simple, sans y passer 2 heures, mais qui permettent de le protéger et puis de l'entretenir. Ouais, et d'en prendre conscience. Et ça, je vous renvoie aux épisodes hors série qui doivent dater de janvier 2025. Quatre hors série qui s'appellent Périnée chérie, enregistré avec Elodie qui est kiné et Oui. qui parle justement du périnée et de l'importance de le. Alors on l'a lié à la maternité, mais elle parle aussi de, bah, comme tu dis là, de tout ce qu'on peut faire en dehors de la maternité pour le protéger parce qu'il retient beaucoup de choses, ce petit périnée, et il est très utilisé et pas toujours correctement. Exactement, Trop bien. exactement. Ok. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur le sujet que tu as envie de partager ou que tu as envie ou besoin de dire aux personnes qui nous écoutent? Non, simplement de dire un peu comme le ferait Marine Leonardi, vous n'êtes pas seule. Donc, si, Ouais, dédicace, ouais, si vous rencontrez ce souci-là, faut pas hésiter à en parler. Il y a des tas de solutions. mm, Effectivement, on n'est pas forcément obligé d'en passer par l'opération. Moi, aujourd'hui, euh, comme je disais, j'ai encore quelques petits soucis, mais globalement, je suis hyper contente de plus avoir cette sensation de pesanteur. Tu vois, par rapport à ma féminité, tout ça, mm, je me sens mieux du fait que les choses se soient remises à la bonne place. mm, Voilà, bon, encore une fois, c'est pas une intervention que j'ai trouvée extrêmement douloureuse. Bon, il faut juste prévoir d'avoir du temps derrière pour mm, reposer et puis pour pas trop solliciter son corps. Mais voilà, globalement, il faut en parler, il faut en prendre soin, il faut se renseigner sur ce sujet-là. Et voilà, il y a plein d'interlocuteurs qui peuvent effectivement nous aider, nous accompagner. Et il faut pas que ça... Oui, ça touche à l'intimité, c'est pas hyper fun, mais mm. voilà, parler librement, il n'y a pas de honte à avoir, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, et puis en parler le plus tôt possible, quoi. Enfin, dès que vous sentez une Exactement. gêne ou autre. Exactement, exactement. Voilà, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose, le dire et puis avoir des fuites parce que on pourrait se dire bon bah attends finalement c'est pas hyper grave quoi, c'est pas voilà, mais parce qu'il y a des solutions. Mais dans les faits, c'est si ça à partir du moment où ça nous gêne, Mm, il faut en parler et ça fait pas de nous voilà quelqu'un voilà qui se plaint que de dire mm, là je suis incommodée avec ça, ça me gêne. Voilà, j'en parle et il existe des solutions mm. et il y a plein de soignants qui sont formés et qui peuvent nous accompagner là-dedans, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Laurine, pour ton témoignage. C'est super important d'expliquer clairement ce que c'est et l'impact que ça peut avoir, pardon, et les solutions qui existent. Je remettrai dans le descriptif de l'épisode le lien vers l'épisode de Justine aussi et l'association Pop qu'elle a créée pour en parler. Et puis, bah, si vous qui avez écouté l'épisode, vous reconnaissez que vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à commenter aussi ou à transmettre le message. Je transmettrai le message à Laurine. C'est ça, avec Euh, plaisir. Plus on en parle et mieux ce sera, plus ce sera facile. Merci C'est beaucoup, ça. Laurine. Merci à toi, Clémentine. Cet épisode est déjà fini. Si il t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast et à t'abonner, quelle que soit la plateforme d'écoute sur laquelle tu es, puisque plus il y a d'avis, d'étoiles et de personnes abonnées, plus le podcast est visible. Et plus il est visible, plus les parents entendent des histoires qui leur ressemblent.
Et plus les parents entendent ces histoires, moins il y aura de tabous sur la parentalité et en particulier sur la maternité. Alors merci de faire voyager ce podcast pour toi, pour moi et pour tous les parents.